beaucoup d'hommes, et particulièrement les jeunes qui voudraient quand même changer les choses et s'échapper de tout ça, en souffrent, mais qui n'arrivent pas à trouver peut-être la solution ou le chemin qu'il faut pour pouvoir changer les choses. Et c'est la responsabilité maintenant des femmes de pouvoir changer les choses, la responsabilité des mamans de changer les choses. Par exemple, un exemple tout simple, tout bête, c'est que dans notre culture, dans notre société, les femmes vivent avec les filles. Les garçons, à partir d'un certain âge, ne peuvent plus s'attarder trop longtemps dans les cuisines, à côté des mamans, etc. Et donc, du coup, comment vous pouvez dire à un homme de débarrasser la table si il est habitué à ce que ce soit les femmes qui fassent ça à sa place depuis qu'il est tout petit? C'est impossible. Donc, les mamans qui vivent en ville et qui élèvent leurs enfants ont quand même aujourd'hui ce pouvoir-là, voilà, de changer les choses, de pouvoir éduquer les garçons et les filles de la même manière, d'arrêter par exemple de dire aux filles qu'elles ne peuvent pas jouer au foot, parce que c'est ce qui se passe chez nous. Les filles ne peuvent pas aller jouer dehors, elles ne peuvent pas faire du vélo, les garçons ne peuvent pas faire la cuisine, ils ne peuvent pas dresser leur lit, ils ne peuvent pas rester trop longtemps avec les mamans. Et donc voilà, on a aussi cette possibilité de changer voilà, notre façon d'éduquer les garçons pour qu'ils deviennent des hommes dont on le verrait que voilà. C'est un pouvoir que nous avons aussi. Est-ce que vous avez l'impression que la société peut être un peu moins bloquée qu'à une génération? Parce que, à vous dire, c'est quand même pas si optimiste. La seule façon peut-être de s'en sortir, c'est de s'enfuir. C'est ce qui se passe à la fin de l'un des deux livres, à la fin des Impatients. Il y a une fuite où ça, du pays, qui n'est pas nommé, mais on imagine que c'est le Cameroun, peut-être pour aller en Tunisie, retrouver son amour de jeunesse. Mais c'est la fuite. Est-ce que s'enfuir, il y a une possibilité, sans fuir, je veux dire, est-ce qu'il y a une possibilité de faire évoluer les choses? Bon, ce n'est pas le conseil que j'ai donné, de s'enfuir. Mais il y a un proverbe Peul qui dit s'enfuir et arriver à s'échapper d'un danger, c'est aussi une forme de courage. Pour ma part, quand j'ai été mariée à 17 ans dans le cadre d'un mariage précoce et forcé, et que je me suis rendu compte que si je restais là et que je ne faisais rien, mes filles allaient elles-mêmes subir le mariage précoce et forcé et que je ne pouvais en tant que leur mère rien faire, évidemment ce n'était pas en restant que j'aurais pu publier un roman, que j'aurais pu parler de tous ces sujets-là, que j'aurais pu avoir une voix et que j'aurais pu sauver des filles. Il fallait absolument partir, quitter de là pour se donner la chance de réussir et de devenir quelque chose. Donc, moi, pour ma part, s'enfuir, c'était voilà, une forme de courage. Et c'était pas, je ne peux pas dire que c'était rose et que ça s'est fait d'un seul coup. Non, il a fallu réfléchir, il a fallu peser le pour et le contre. Il a fallu également en payer les conséquences, puisque quand je me suis enfuie, pour me punir, mon époux a kidnappé mes enfants. Et je suis restée 2 ans sans les voir. Mais c'était un mal nécessaire, puisqu'aujourd'hui, le fait que j'écrive des romans, que je puisse parler de tous ces sujets-là, fait en sorte qu'elles ne soient pas mariées de force, qu'elles puissent continuer leurs études et devenir les jeunes femmes qu'elles ont envie d'être. Et donc, s'il y a un message, non seulement autour des romans, mais par rapport à tout ce que je fais, c'est ça aussi, c'est de se donner les moyens, voilà, de réussir et d'aller jusqu'au bout de ses ambitions. Pas forcément en passant par la littérature, pour moi c'est passer par la littérature, mais peu importe de ce qu'on veut faire et ce qu'on veut devenir, eh bien il suffit juste voilà, de se donner les moyens de pouvoir le faire. Dans notre société, on peut dire, oui, on est quand même en 2023, etc. Il y a des écoles, des universités, les gens sont inscrits, mais on n'a pas vraiment l'impression que les choses changent en tant que telles. Si on prend juste l'exemple du Covid, eh bien, les droits des femmes ont reculé depuis de 30 ans. Juste parce que les écoles ont été fermées pendant 7 mois. Mais est-ce qu'on se rend compte que dans les pays du Sahel, si je prends juste l'exemple du Nord Cameroun, les écoles sont restées fermées pendant 4 ans à cause de Boko Haram. Et pendant ces 4 ans, évidemment,
Les filles ont été mariées à 12 ans, à 13 ans, elles ont été enlevées, elles ont été violées, etc. Elles ont subi des violences. Et finalement, marier même sa fille à 12 ou à 13 ans, elle devient même quelque part une forme de protection. Donc, les choses, on a l'impression qu'elles changent, mais il y a également des facteurs qu'on ne peut pas, voilà, c'est pas juste avec la sensibilisation ou le fait de prendre conscience qu'on pourrait changer ça. On prend l'exemple dans le cœur du Sahel avec le changement climatique. Eh bien, si le changement climatique entraîne l'insécurité alimentaire, eh bien, ce n'est pas parce que la maman de Faïdé, cette héroïne, ou de n'importe quelle jeune fille dans le roman, a envie qu'elle poursuive ses études, qu'elle peut vraiment le faire. Il y a également la réalité qui nous rattrape. Et c'est cette réalité-là qui n'est pas rose envers les femmes et envers les filles. Et évidemment, après, il y a aussi les facteurs socioculturels, mais dans le mariage précoce et forcé, le facteur culturel rentre en jeu à 46%. Le facteur religieux à 12%, pour le reste, c'est la précarité. Jaïni, vous dites que vous faites passer tout ça par la littérature. Vous faites passer tout ça aussi par la langue. Et votre langue d'écriture, c'est le français. C'est probablement pas votre langue maternelle, mais c'est le français. Comment vous vous débrouillez avec cette langue, justement, pour faire passer des façons d'être ensemble, des façons de vivre, qui sont nées dans des cultures dont le français n'est pas la langue? Est-ce que parfois, il y a des souvenirs d'autres langues, avec des proverbes, avec un vocabulaire, parfois même avec une syntaxe, avec une façon de penser, qui échappe au français, mais qui ressurgissent dans votre écriture? J'adore cette question, je pense qu'elle va plaire à Emmanuel. D'ailleurs, je ne la vois pas. Ah, mais voilà, et je parle d'Emmanuel Colas, qui est mon éditrice et qui est là. Et Justine, c'est la beauté de la francophonie. Mais pour la petite anecdote, eh bien, on a eu une dispute avec Emmanuel. Parce que dans le texte, c'était écrit Dadasare Chiteresare. Traduction littérale, Dadasare, maman de la maison, poubelle de la maison. Et ça ne va pas, on ne peut pas traiter une femme de poubelle. Et là, moi, je me dis, mais ça veut dire poubelle de la maison. Et ça on ne peut pas dire qu'une femme est une poubelle. Mais c'est ça, en fait, c'est ça que ça veut dire. Donc, il fallait arriver à trouver, mais moi, je ne pouvais qu'écrire ça, parce que je le pense d'abord dans ma langue maternelle. Et ma langue maternelle, c'est le Peul. Et dans la langue Peul, eh bien, c'est ce qu'on dit, Dadasare, mère de la maison, poubelle de la maison. Dans le sens où, voilà, elle doit tout prendre sur elle, elle doit tout accepter, elle est comme une poubelle sur qui on peut déverser toutes les saletés, etc. Mais Emmanuel, qui est voilà, bien française et tout ça, pour elle n'arrivait pas à concevoir qu'on puisse dire que la femme est une poubelle. Donc c'est ça c'est aussi le travail qu'on a dû faire, et même jusqu'aujourd'hui, malgré le fait que ça fait quand même 2 ans que je suis, voilà, je viens beaucoup en France, etc. Mais même dans ma manière encore de m'exprimer en français, c'est le français francophone. Voilà, moi je pense d'abord dans ma langue maternelle le Peul avant de le traduire automatiquement dans ma tête. Et on a également ce problème quand je lui donne les manuscrits. Parce qu'elle me dit, mais pourquoi tu n'arrives pas à écrire au présent? Oui, mais parce que le présent n'existe pas dans ma langue maternelle. Une fois que l'action est arrivée, elle est passée. Donc il faut que ça soit au passé. Et donc, une fois que c'est au présent, c'est pas... Moi, je ne peux pas me reconnaître dedans, en fait, parce que ça ne se dit pas dans ma langue. Et donc, oui, je pense que c'est ça la beauté de la francophonie. C'est l'avantage que nous avons, nous, d'avoir... de pouvoir avoir notre langue maternelle, mais également de partager avec les autres en français. Alors, votre langue maternelle, qu'est-ce que c'est? C'est le Fulfulde, donc la langue principale des Peuls. Et dans cette langue, vous dites qu'il n'y a pas de présent. Normalement, quand moi je parle en Fulfulde, c'est pas au présent. En réalité, ça ne se traduit pas au présent, parce qu'une fois que l'action se passe, c'est déjà passé. Donc ou alors ça peut être le futur, mais pas le présent comme on l'entend en français. Ça veut dire que écrire en français pour vous, c'est constamment une négociation entre les logiques de ces deux langues.
Je pense qu'on arrive à le faire voilà, de manière automatique, mais il y a quelquefois quand même ça nous rattrape. Ouais. Avec dans vos romans des incursions, avec des mots. D'abord les prénoms. Comment s'appelle le prénom de l'héroïne du cœur du Sarah? Foïné, est-ce que c'est Faïdé? Alors, dites-nous un petit peu ce que ça veut dire Faïdé, puisque c'est assez important justement dans le texte. Le sens de ce prénom a une fonction. Eh bien, Faïdé signifie tout simplement en fulfulde une trouvaille. Quelque chose qu'on a trouvé. Donc, la maman de Faïdé a travaillé comme domestique à Maroua et elle est rentrée enceinte. Alors, Maroua, c'est la ville. Hein? C'est la ville. Elle rentre avec une grossesse et évidemment, ce qui est une situation assez honteuse dans la société. Et même si elle le dit, elle a été victime d'un viol, etc. Mais sa maman, pour elle, cet enfant, cette petite fille tombée presque du ciel, est une trouvaille, donc c'est une faïdérée. Alors il y a d'autres dictons, d'autres proverbes qui apparaissent. Qu'est-ce qu'il y a qui peuvent être dit? Quand on nage dans le bonheur, il faut prendre garde de rester là où on est à pied. Ça aussi, c'est traduit du fulfulde. Je me suis dit, je vais essayer de me souvenir de cette phrase. Oui, en fait, dans la langue locale, on parle beaucoup en parabole, beaucoup en proverbe, on fait beaucoup d'allusions, on fait, voilà, et automatiquement, quelquefois, on a même du mal à pouvoir traduire exactement ce qu'on a envie de dire. Mais il faut voilà, arriver à trouver voilà, le juste milieu pour que tout le monde puisse comprendre, parce que voilà, la littérature, même si voilà, c'est écrit voilà, avec des mots Peul qui s'incrustent dans la langue française, c'est ça aussi l'universalité. Alors, Valérie, on a bien compris que vous écrivez pour faire comprendre un certain nombre de gens, de choses à des gens, à des lecteurs, à des lectrices qui ne les connaissent peut-être pas. Est-ce que vous, ça vous a aidé à mieux connaître votre société d'écrire tout ça? Est-ce que l'écriture elle-même a joué comme quelque chose de libérateur? Eh bien, d'abord, je peux vous raconter une histoire? Oui. Je peux raconter une histoire? Je ne veux pas dire non. J'adore les histoires. D'accord, moi aussi. Ça tombe bien de faire le petit silence de conte. Donc, je n'étais pas censée lire, aimer les livres, parce que je suis née dans une ville où il n'y a aucune librairie et aucune bibliothèque. Quand j'étais petite, lecture est égale tout simplement à école. Et livre, c'est égal à manuel scolaire. On n'avait qu'un seul livre, mon livre unique de français. Donc, dans mon livre, je vois qu'il y a des gens dans la salle qui connaissent mon livre unique de français. Donc, on a dans mon livre unique de français le CIL, mon livre unique de français pour le CP, mon livre unique de français pour le CE1, des couleurs différentes. Hein, on est vraiment... Quelquefois, on a même envie de passer la classe rapidement pour pouvoir tomber sur le livre unique de français couleur rose. Enfin, pour ma part, je voulais la couleur rose et je crois que c'était le seul de la couleur rose. Donc, un jour, j'ai accompagné ma mère chez des amis. Ses amis étaient français. Et ma mère est égyptienne. Donc, voilà, c'est une toute petite ville. Il y avait donc des expatriés qui trouvaient le temps de se réunir et puis tous ces enfants qui jouaient ensemble. Et donc, je suis allée chez cette amie de ma mère. Et là, j'étais allée pour jouer avec la petite fille. À des jeux que les jeunes ne connaissent plus aujourd'hui, bandits, voleurs, espions. Vous connaissez? Cordes. Oui, voilà. Donc, je suis allée donc pour jouer et je tombe sur un livre. J'ai pris ce livre parce que la couverture était belle. C'était Bibliothèque Rose.
l'histoire d'une forêt enchantée avec des arbres, il y avait des elfes, et dans le creux de ces arbres, c'était des maisons, etc. Et donc, premier constat, je pouvais lire. J'avais 9 ans. Deuxième constat, je pouvais comprendre ce que je lisais. Parce que je n'étais pas sûre de pouvoir comprendre, parce que nous, on est habitués aussi à l'école coranique. On sait lire, on récite correctement le Coran, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, là, je me suis rendu compte que je comprenais. Et à la fin de cette journée, eh bien, j'étais raccrochée à ce livre désespérément parce que je me suis rendu compte que ce livre racontait une histoire encore plus belle que les contes de ma grand-mère. Et que je n'avais pas besoin de supplier ma grand-mère pour me dire ce conte-là. Il suffisait juste que j'ai un livre et que je puisse lire. Eh bien, à partir de ce jour-là, ma vie a changé. Il fallait que je trouve les livres. Mais où trouver des livres quand il n'y a pas de bibliothèque et il n'y a pas de librairie pour en acheter? Eh bien, je suis allée à l'école avec ce livre, puisque l'ami de ma mère avait fini par me le donner et me l'offrir. Bon, chez nous, on dirait me cadoter, mais je pense que ça ne se dit pas en français, France. Donc, eh bien, je vais à l'école donc avec ce livre que je montre à mes copines et je leur raconte l'histoire. Et il y a une de mes camarades, vous savez, le genre de fille super énervante, toujours, voilà, et elle me dit, oui, mais nous, à l'église catholique, on a des livres. Il y a une bibliothèque là-bas. Sauf que je suis musulmane. Et mon père est imam. Alors j'attends vers 13h, comme il fait très très chaud chez nous, les parents font la sieste. Évidemment, pour ceux qui connaissent le Sahel. Donc, l'après-midi, les parents font la sieste et nous, on pouvait jouer dans la cour. Sauf que moi, ce jour-là, j'ai décidé de quitter la maison sans permission. Chez nous, on dit j'ai volé la route. Quand j'ai volé la route, je suis allée à l'église catholique. J'ai donc trouvé, voilà, il y avait dans l'église, il fallait maintenant trouver le moyen d'entrer à l'église. Il y avait, vous savez, les vieux tontons qui sont là toujours pour raconter tous les bêtises qu'on fait. Donc je savais qu'il ne fallait pas rentrer par la porte. J'ai contrôlé donc l'église. J'ai grimpé sur un arbre, j'ai escaladé le mur, je suis retombée de l'autre côté. Bon, je l'ai rencontré immédiatement, le pasteur qui a cru, ou le prêtre, je ne sais pas qui a cru que j'étais venue voler. Et je lui ai expliqué que je cherchais des livres. Alors il m'a amené gentiment dans la petite bibliothèque. Et c'est comme ça que j'ai pris dans l'habitude chaque après-midi de voler la route. Jusqu'à ce qu'un jour je rentre à la maison et que je trouve que mon père avait enlevé les branches du minier. Bon, tous les enfants, tu sais, savent ce que c'est. Hein? Qui sait? Mais les branches du minier, le minier c'est un arbre. Et je peux vous assurer que Dieu a créé cet arbre-là pour en faire des chicottes. Parce que cet arbre, en fait, les branches, quand les parents enlèvent les branches du minier et qu'ils enlèvent les feuilles, je ne sais pas s'il y a une chicotte qui est plus efficace que ça. Et donc, je suis rentrée à la maison, j'ai trouvé qu'il y avait plein de branches qui étaient là et qui m'attendaient. Et mon père m'a quand même posé une question. Pourquoi? Pourquoi tu escalades le mur de l'église? Mais parce que je savais qu'il y aurait un tonton qui viendrait te dire. Mais pourquoi? Et à ce moment-là, je savais que c'était inutile de mentir. J'ai donc tout simplement dit à mon père que c'était pour chercher les livres. Et que j'escaladais le mur parce que j'étais musulmane. Alors mon père m'a regardé d'un air du genre à dire tu es incroyable. Et puis il m'a dit la prochaine fois rentre par la porte. C'est comme ça que j'ai eu donc la permission de lire et d'aller à l'église catholique, ma première bibliothèque. Et là j'ai trouvé toutes sortes de livres. À l'adolescence, eh bien, j'ai commencé à m'intéresser à la littérature africaine. La littérature africaine parce que j'avais commencé à lire des livres qui parlaient de moi, qui parlaient de mon environnement, qui parlaient des problèmes que je rencontrais. Sous l'orage de Seydou Badian,
une si longue lettre de Maria Maba, etc., etc. Alors, j'ai commencé à avoir mes premiers prétendants quand j'avais 10 ans. À 14 ans, mes parents ont décidé de me donner en mariage. J'ai été fiancée. À ce moment-là, je trouvais que c'était normal. Parce que c'était tout le monde qui vivait la même chose. C'était la vie de toutes les filles de mon école. En fait, à chaque fois, il y avait toujours une fille à l'école qui venait nous annoncer son mariage et on allait, on dansait avec elle et on était contente pour elle. Et puis elle ne revenait plus à l'école et on trouvait que c'était normal. Parce que c'était comme ça. Et évidemment, les filles disparaissaient de l'école comme par enchantement parce qu'elles se mariaient les unes après les autres. Quand j'ai été fiancée à 14 ans, j'étais en 5e, et bien toutes mes camarades de classe sont venues et elles étaient contentes parce qu'il y avait beaucoup de pagnes. Et beaucoup de barrettes. Et moi, j'étais contente de partager quelques chouchous, quelques barrettes à mes copines, parce que c'était normal. Et puis, en 3e, je vais au défilé. Ce qu'on appelle le défilé chez nous, c'est la parade pour la fête nationale. Et quand je suis rentrée de la parade, eh bien, toutes les autorités administratives sont venues demander ma main. J'avais du succès. C'est comme ça donc que j'ai été envoyée en mariage à 17 ans et c'était le maire de la ville qui avait plus de 55 ans. La seule chose qui m'a sauvé la vie à ce moment-là, c'était la littérature. L'écriture, la lecture d'abord, parce qu'en ouvrant un livre, je pouvais être où j'avais envie d'être, sauf dans la réalité. Et puis quelques années plus tard, après des tentatives de fugue, des tentatives de suicide, après des dépressions, la mélancolie, toutes les formes de maladies psychosomatiques, on a même dit que je suis devenue folle. Suis-je devenue folle? Peut-être, hein? Eh bien, ce jour-là, sans préméditation, par hasard, totalement par hasard, il y avait un agenda qui traînait à la maison. J'ai pris cet agenda, j'ai pris un stylo, je me suis mise à écrire. À aucun moment je me suis dit que j'allais écrire des livres. À aucun moment je n'ai pensé à autre chose qu'à me soulager. J'avais vomi sur le papier toute la colère, toute la frustration, tout le ressentiment que j'avais emmagasiné au fond de moi durant des années. Et je me suis rendu compte au bout de quelques heures que je m'étais sentie bien. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. C'est des années plus tard que je me suis rendu compte que la littérature et l'écriture pouvaient également être des armes puissantes pour pouvoir changer les choses. Alors, je sais qu'il faut s'arrêter bientôt, mais quand même, j'aimerais bien vous demander si pour vous écrire, c'est aussi faire le mur, passer de l'autre côté du mur de l'église, c'est aussi quelque chose de, disons, transgressif. Quand j'ai commencé, oui. Quand j'ai commencé à écrire évidemment avec le stylo comme tout le monde. Et puis ensuite, les ordinateurs sont arrivés. Je m'étais même essayé à la machine à écrire, mais j'étais nulle. Et puis les ordinateurs, j'ai appris. Et un jour, mon époux, évidemment pendant les fêtes, à moi et à mon épouse, on donne de l'argent pour acheter les pagnes. Mais moi, j'ai demandé un ordinateur. Évidemment, mes épouses ont dit que j'étais folle. Mais ça, c'était déjà connu. Ensuite, mes copines venaient, elles voyaient qu'au milieu de mon salon, au lieu de mettre plein de bibelots, de fleurs, eh bien, moi, j'avais un ordinateur. C'était différent. Et je ne m'intéressais qu'à ça. Donc, voilà, j'ai commencé à écrire. Et puis, voilà, c'est... quelque part, c'était... je rappelle quand même que je suis la première écrivaine dans le Nord Cameroun. Donc, dans tout le Nord Cameroun, donc la grande culture islamophone, etc., on ne connaissait pas la littérature et encore moins la littérature écrite par une femme. Et donc, pouvoir d'abord écrire en tant que femme, c'était une transgression. Pouvoir parler des sujets de femmes, c'était une transgression. Pouvoir parler de la polygamie,
du mariage précoce et forcé, du viol conjugal. Ça, c'était des sujets absolument tabous. Je peux vous dire que la première fois que j'ai fait une conférence, une dédicace, eh bien, le gouverneur est venu, il a pris la parole pour dire que si quelqu'un me menaçait, il en ferait son enfer. Ce gouverneur-là, qui était super gentil et très féministe, est aujourd'hui ministre de la Défense au Cameroun. Ça a été le premier soutien. Malgré ça, on a vécu quand même beaucoup de menaces avec mon éditeur. François Kémé, on l'appelait à 2h, à 3h du matin pour menacer de me tuer, pour menacer, voilà, lui, voilà, il ne doit pas oublier que c'est contre l'islam, c'est contre nos traditions, etc. Mais on n'a pas cédé, on a continué, et même avec le concours, on a eu un mouvement très très intéressant parce que d'abord, la première question, c'est quoi le concours? Le prix concours. Eh bien, tout le monde se posait cette question parce qu'il y avait quand même une médiatisation autour de ça. Eh bien, il y a quelqu'un de génial, mon manager et époux, un gentil, hein, je ne suis pas belle. Mais non, un gentil. Donc, lui, il commente, il dit, ah, le prix concours, c'est la Coupe du Monde de la littérature. La Coupe du Monde, le Cameroun doit gagner. Absolument. Et donc, mais là, on a eu quand même, voilà, quelquefois des menaces, quelquefois, voilà, des commentaires désagréables. On avait des commentaires du genre, oui, mais en fait, si elle est sur la liste ou sur un prix, c'est parce qu'il est instrumentalisé par les Blancs. Pardon, c'est pas moi qui l'ai dit. Est-ce que c'est parce qu'elle est contre l'islam? Est-ce que c'est parce qu'elle est contre les traditions? D'ailleurs, tout ce qu'elle raconte, c'est faux, etc. Mais il y a eu quand même des femmes qui ont eu le courage de dire si c'est vrai. Moi, je l'ai vécu. Ma copine l'a vécu. Ma voisine l'a vécu. Et finalement, quand on voit les impatientes, ici, on a l'impression que c'est invraisemblable. On peut se poser la question, mais vraiment, ça se passe encore comme ça aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment vrai cette histoire, etc. Mais je peux vous assurer qu'en Afrique subsaharienne, pour tous les 10 pays du Sahel, c'est une histoire absolument banale parce que c'est l'histoire de tout le monde. C'est l'histoire de toutes les femmes. Soit on l'a vécu, soit c'est sa maman, ses tantes, ses amis, ses voisines, etc. Et ça se passe tous les jours. Je rappelle qu'au Cameroun, dans le Nord Cameroun, le mariage précoce et forcé concerne 60% des filles. Qu'il y a des pays où c'est plus grave comme le Niger, la Guinée, etc. Et que ce n'est vraiment pas des sujets dépassés parce qu'il y a encore beaucoup d'enfants qui en souffrent. Et donc on doit continuer à en parler. Jaïli, je vous écouterai pendant des heures, mais malheureusement l'heure tourne et je pense que dans la salle il y a beaucoup de gens qui voudraient eux-mêmes ou elles-mêmes vous poser un certain nombre de questions. Il nous reste quelques minutes, on va peut-être déborder un tout petit peu. Je sais qu'après, déjà tous les gens qui le souhaitent pourront acheter les 2 livres ici, Les Impatientes qui a donc été couronné par le concours des lycéens et puis Cœur de Sahel, tous les deux donc publiés aux éditions Emmanuel Colas. Emmanuel Colas, mais sans ça, comme on dit, la parole est à la salle. Mais vous savez, j'ai une idée. On peut fermer toutes les portes et rester là. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui passe un micro. Je crois que vous avez été la plus rapide. Parlez bien fort pour vous entendre. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un micro pour la salle. Tout le monde m'entend peut-être? Oui. Je vous remercie pour le discours. Bien évidemment, nous sommes là pour ça, parce qu'on connaît déjà par écrit. Moi, j'ai lu tous les 2 livres. Et donc, j'avais 2 questions à poser. Mais, en fait, dans tous les 2 livres, je reconnais la douleur de l'écrivain qui écrit. En fait, moi, je dis la douleur, une souffrance quelque part. Mais malgré ça, elle continue à évoluer. Donc, du coup, je voudrais connaître, si possible, bien sûr, mais c'est une question vraiment importante pour moi. Et s'il y avait les moyens dont vous vous appropriez pour pouvoir prendre du recul et faire face à la vie quotidienne, malgré ce que vous avez vécu. Et bien évidemment, on parle du mariage forcé et précoce.
Déjà, on va répondre à cette question. Peut-être venez la poser dans le micro, ce sera plus simple. Et je voudrais savoir les moyens dont vous vous appropriez pour pouvoir vivre avec ce pardon, la vie quotidienne, et comment vous faites pour prendre du recul et avancer. C'est ça un peu la question que je voulais. Vous avez posé déjà assez d'argent. Comment moi je fais? Eh bien, vous savez, les épreuves dans la vie ne sont pas censées nous abattre. Il faut qu'on fasse de chaque épreuve quelque chose qui nous donne de la force et qui nous permet d'avancer. Sinon, eh bien, on se couche dans son lit, on n'en sort plus et on meurt. Donc, on a le choix entre s'apitoyer sur son sort, se résigner, continuer à pleurer, ne plus sortir de sa maison et être là, ne rien faire de sa vie, ou alors se dire non, je l'ai vécu, ça me fait mal, ça va toujours me faire mal, mais je vais quand même prendre tout ce qui me fait mal pour quelque chose qui va me rendre plus forte. Et je vais continuer ma vie et je ne vais pas me laisser abattre. Parce que si je me laisse abattre, eh bien l'autre qui m'a fait souffrir a gagné. Pour écrire aussi bien que mes premiers romans, mais surtout Les Impatientes, je ne vais pas vous dire que oui, quand j'ai commencé à écrire, ça ne m'a pas fait mal, voilà, je suis hyper, non, pas du tout. Il y a un moment, un jour par exemple, je me souviens, j'étais en train d'écrire le passage sur le viol conjugal de Hindu. Eh bien, j'étais là, je tapais frénétiquement sur mon ordinateur. Mon époux, écrivain également, a commencé donc, il a commencé à monter les escaliers, il allait se coucher parce que moi j'écris surtout la nuit. Quand il me voit m'effondrer sur mon ordinateur ensemble, et il me dit une phrase que je n'oublierai pas. Peut-être que si ça te met dans cet état, que tu n'es pas prête à l'écrire. Mais à quel moment on est prêt? Jamais en réalité, on est obligé, voilà, d'aller de l'avant, mais on ne peut pas oublier en fait ce qui nous est arrivé. Et donc, je lui ai répondu à quel moment j'allais être prête. Même si j'écris ce roman dans 10 ans ou dans 20 ans, ça va me faire exactement le même effet. Moi, j'ai utilisé la littérature pour pouvoir m'en sortir. J'ai utilisé, voilà, le fait que je l'écrive, que je mette des mots sur ce qui me fait mal. Moi, ça me permet d'avancer. Mais pour les autres, ça peut passer par autre chose, c'est pas forcément par... C'est vrai, il y a ce qu'on appelle l'écriture thérapeutique, mais ça peut aussi être la musique, ça peut aussi être le théâtre, ça peut être d'autres formes d'expression. Mais quoi qu'il en soit, on est obligé de se lever et d'avancer. Surtout quand on vit dans un monde où il y a la précarité et où juste être en vie est une chance. Donc, le fait d'être en vie, le fait qu'on réalise que c'est une chance parce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas pu, qui auraient aimé vivre et qui ne peuvent pas, eh bien, on se doit, voilà, de se lever et d'avancer et de continuer à se battre. Allez-y, et parlez-nous bien fort puisque vous êtes au fond de la salle. Moyen. Allez-y. Mais si vous voulez, venez pour parler au micro, comme ça tout le monde vous entend, c'est plus facile. Désolé, on a un micro pour tous. Bonjour à tous. Donc, ma question concerne vos 2 premiers livres. Les 2 premiers livres qui ont été écrits avant Les Impatientes. Pourquoi vous ne les avez pas publiés aussi en Europe? Vous n'étiez pas assez abouti ou bien c'est aussi à cause de l'histoire? Merci. Moi, j'aime beaucoup cette question parce que ça permet de mettre la pression à mon éditeur. Emmanuel, pourquoi les romans ne sont pas édités ici en France? C'est un peu de sa faute, hein, donc... Mais je pense que pour
le premier roman, voilà, l'art de partager un mari, c'est mon premier roman, mais ça parle de la polygamie, de la place de la femme dans notre société. Ça s'appelle l'art de partager un mari. L'art de partager un mari. Je sais ce que vous pensez. Bon, je vais m'expliquer. Il fallait trouver le moyen pour que les hommes lisent le livre. Puisque c'est un roman où les femmes prennent la parole, c'est l'histoire d'une maison où il y a 4 épouses et chacune des épouses prend la parole pour dire ce qu'elle ressent en vivant dans un foyer polygamique. Et à la fin, on donne également la parole à l'homme qui dit à quel point il est malheureux. Mais si j'avais dit ça, les hommes n'allaient pas acheter. Donc j'ai dit l'art de partager un mari et les hommes se sont dit qu'est-ce que voilà, enfin une femme qui a tout compris. Ils se sont rués sur le livre. Ils l'ont acheté et après ils ont dit tu nous as trahis. Donc voilà. Donc c'est une bonne astuce, non? C'est un excellent. Voilà, l'art de partager un mari. Et je pense que pour ce roman, ça rejoint un tout petit peu les impatientes. Donc c'est pour ça aussi. Et ensuite on a la mangeuse d'âme, Mystery Joe. Et il ne faut pas trop donner l'idée à mon éditeur parce qu'elle me met déjà la pression. Et là, elle risque de me mettre encore la pression pour me demander de réécrire le livre, etc. Dans quelques années. Désolée, des 4 minutes. 4 minutes. Fermez les portes. En fait, moi, c'est pas forcément une question, mais c'est déjà de vous remercier d'aborder ces sujets-là. En tant que jeune femme, je sais et je me dis que potentiellement c'est des difficultés auxquelles je vais être confrontée. Dans la littérature, on va beaucoup parler de sociologie, d'anthropologie, de géopolitique, d'énormément de sujets, mais ça me fait toujours plaisir quand je vois qu'il y a des femmes qui prennent la parole pour aborder ces sujets-là. Vous êtes du Sahel, moi je suis de l'Afrique de l'Ouest, et je peux vous confirmer que les difficultés que les femmes vivent chez vous sont exactement les mêmes partout. Je suis en France depuis quelques années maintenant, j'ai aussi eu l'occasion de me rendre compte que, en fait, partout dans le monde, les femmes, elles ont les mêmes difficultés, elles sont confrontées aux mêmes problèmes. Donc vraiment, merci. Après, vous avez parlé du fait qu'aujourd'hui, il y a cette responsabilisation des mamans dans l'éducation des garçons pour un peu briser le cycle. Moi, je dirais plutôt que c'est une responsabilité pour tout le monde. On parle beaucoup aujourd'hui de masculinité positive, parce que pour moi, les violences qui minent aujourd'hui nos sociétés, on est tous et toutes victimes en fait, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Mais je suis bien d'accord aussi avec vous, après en demandant aux hommes de se joindre à la table pour en discuter, il faudrait que les femmes elles-mêmes aussi soient prêtes en fait à accueillir ce que ces hommes-là pourront dire. On va demander à un homme de se libérer, de parler de ses émotions, mais en tant que femme, comment est-ce que nous on accueille ces émotions-là? Donc je ne vais pas être assez long, mais vraiment merci d'avoir abordé la question. Merci bien. Merci bien de vous intervenir. Alors, la dernière. Je suis désolé, c'est la dernière des dernières. Allez-y. Gianni, on te remercie pour cette bonne présentation. J'avoue que j'ai rencontré vos ouvrages à la suite de la réception, c'est vrai que j'ai vu le titre, mais c'est avec le prix concours que vous avez reçu que la réception de votre ouvrage Les Impatients m'ont marqué. Dans le texte qui vient de sortir, le précédent Les Impatients, vous portez au creux une représentation des rapports entre le masculin et le féminin. Du coup, mon propos, je souhaiterais vous poser la question, est-ce que chez vous, écrire, c'est une thérapie ou c'est représenter les rapports entre le masculin et le féminin dans une société? Merci beaucoup. Oui, d'abord c'est une thérapie, comme je l'ai dit. Longtemps ça a été une thérapie pour moi, une thérapie pour me guérir et avancer. Puis utiliser aussi la littérature pour faire avancer les choses, notamment, comme je l'ai dit, pour mes propres filles. Mais ensuite, voilà, les rapports entre hommes, femmes, comme l'avait également souligné au début, avec la première question, les rapports entre riches, pauvres, etc. Voilà, donc je pense que ce sont tous ces sujets qui sont très intéressants pour moi. Aujourd'hui, c'est vrai que j'écris beaucoup plus sur les femmes
et le patriarcat, etc. Mais rien n'empêche que je puisse évoquer d'autres sujets plus tard dans d'autres romans. Évidemment, la porte n'est pas fermée et l'écrivain écrit ce qu'il a envie d'écrire au moment où il a envie de l'écrire. Et je pense que c'est les circonstances de la vie qui nous amènent également à évoquer tel ou tel autre sujet. Mais pour le moment, sincèrement, c'est la condition des femmes dans le Sahel qui m'intéresse particulièrement. Et je suis fière d'être la voix de toutes ces femmes qui n'ont pas la voix.